Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de l'ingénierie. Donc j'ai fait cette vidéo en deux parties. La première partie, ce sera les principes généraux et de comment les matériaux se comportent et comment on les utilise en ingénierie. Et la deuxième, ce sera de prendre des exemples d'ingénierie, c'est-à-dire l'ingénierie électrique, chimique, aéronautique, etc. et de montrer le principe de fonctionnement et le principe de réflexion de ces disciplines. Donc, contrairement aux sciences fondamentales qui donnent des outils pour comprendre notre environnement, l'ingénierie, elle utilise ces outils pour résoudre des problèmes pratiques liés au fonctionnement des machines et des systèmes qui entourent les humains pour augmenter leur confort et améliorer leur vie. Donc, la plupart des sciences de l'ingénieur, elles vont travailler avec deux forces physiques fondamentales, la gravité et la force électromagnétique. Les deux forces nucléaires restantes, elles sont mobilisées dans le génie nucléaire. Donc la gravité, elle va dicter le poids des objets par rapport à leur masse, et elle va intervenir en les tirant vers la Terre ou d'autres objets célestes. L'électromagnétique, elle va dicter déjà les forces des liaisons électroniques entre les atomes et les molécules qui vont donner les propriétés des matériaux telles que la rigidité, la flexibilité, etc. Et si on va parler de chacun d'entre ceux-là en détail, je veux juste les énumérer maintenant. Elle va aussi donner la chaleur qui est la vibration et la collision des atomes et des molécules qui se repoussent comme les mêmes pôles de deux aimants, ce qui va donner le transfert de chaleur et donc les propriétés thermiques des matériaux. Elles vont aussi donner les propriétés magnétiques aux électrons qui vont s'additionner dans les matériaux magnétiques. Elle va aussi permettre le mouvement des électrons libres qui vont sauter d'un atome à l'autre, qui vont générer un courant électromagnétique qui est l'électricité, donc de toute la base des propriétés électriques des matériaux. Elle va gouverner le mouvement des photons sous forme d'ondes électromagnétiques, qui va déterminer leur comportement et leur utilité dans la transmission d'images ou dans l'optique, ainsi que d'autres propriétés optiques qu'on va voir. Face à ça, on a les forces nucléaires. Donc la force forte, elle va dicter la façon dont les grands atomes vont se diviser dans la fission nucléaire, en atomes plus petits. Et comme certains atomes petits vont fusionner dans des atomes plus grands, libérant ainsi une grande énergie sous forme de chaleur. Donc ça va donner les propriétés calorifiques, on va dire, et de radiation des matériaux. La force faible, elle va aussi dicter les intégrations, les désintégrations des neutrons et les conversions des neutrons en protons et l'émission de radioactivité. Donc elle va donner aussi les propriétés radioactives des matériaux. Donc voilà, on va les prendre un peu, chacun parler un peu plus en détail. Donc, commençons par les propriétés mécaniques. D'ailleurs, juste avant ça, je veux souligner que toutes ces propriétés, elles vont exister en même temps dans tous les matériaux. Mécanique, électrique, optique, etc., etc. Et selon l'application en ingénierie, on va mettre l'accent sur une ou deux propriétés qui sont très importantes pour notre application et pas d'autres. C'est-à-dire que si on veut concevoir des lentilles optiques, ben, les propriétés électriques seront pas la priorité. Et donc, encore une fois, parce que le cerveau humain est faible, on les étudie, on en parle chacun séparément, mais sachez que toutes ces propriétés, elles existent en même temps dans tous les matériaux. Donc voilà, commençons par les propriétés mécaniques. Donc les matériaux solides, ils vont être constitués de différents atomes qui sont maintenus ensemble par des liaisons intermoléculaires, comme on a établi dans la vidéo de chimie. Et donc, ils vont s'organiser dans des configurations qui vont minimiser leur énergie. Donc ça, c'est le principe. C'est toujours tendre à minimiser l'énergie et tendre vers l'équilibre. Ces arrangements, ils peuvent être parfaits, comme vous pouvez voir ici dans un solide, un arrangement dans un cristal, complètement parfait, ou ils peuvent avoir des fissures ou des défauts ou des failles, comme vous pouvez le voir ici en microscopie électronique d'un métal, où il y a des zones très bien arrangées, mais entre lesquelles il y a des failles. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ces matériaux? Eh bien, tous les matériaux, ils vont être soumis à des forces quand on les conçoit en ingénierie. Ces forces, on va les appeler des contraintes. Et qui vont être dans plusieurs directions, comme la compression, ou la traction, ou le cisaillement, la flexion, la torsion, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces contraintes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont changer la distance entre les atomes, sans changer leur disposition au départ. Donc ça, c'est quand la contrainte est faible.
Et donc ça va donner ce qu'on appelle une déformation élastique. Pourquoi élastique? Parce que dès qu'on enlève la contrainte, eh ben, le matériau, les distances entre les atomes, elles vont revenir exactement comme elles étaient avant. Comme un ressort, quand on le tire, quand on le lâche, il revient comme il était avant. Cependant, au-delà d'un seuil de contrainte donnée, la contrainte va faire que les agencements eux-mêmes, entre les atomes, ils vont se disloquer, c'est-à-dire qu'ils vont glisser à l'endroit où il y a les défauts. C'est-à-dire un peu comme les failles géologiques qui vont glisser les unes contre les autres quand il y a trop de pression, quand il y a trop de force. Et donc ça va provoquer des déformations irréversibles. C'est ce qu'on appelle les déformations plastiques. C'est-à-dire que même quand on arrête la contrainte sur le matériau, ben, il ne reviendra pas comme il était, comme quand on prend une barre de fer et qu'on la plie un peu trop, ben, elle ne va plus revenir à sa taille, à sa forme originale. Au-delà d'un second seuil de contrainte, eh ben, la contrainte elle va provoquer tellement de force qu'elle va provoquer la rupture des liaisons intermoléculaires et ainsi la rupture du matériau. Il faut savoir que certains matériaux ils vont pas avoir une déformation élastique parfaite et donc avec des contraintes répétées, c'est-à-dire qu'on applique la contrainte, on l'arrête, on l'applique, on l'arrête, eh ben, ils vont présenter progressivement une mini déformation plastique qu'on va appeler la fatigue. Et cette fatigue, elle va accroître avec les contraintes répétées. Et ça peut être un signe avant-coureur de rupture. Comme vous pouvez le voir ici, les fenêtres des avions, au départ, elles étaient carrées. Et donc, à chaque fois que l'avion prenait le vol, il devait être pressurisé pour garder la pression normale des êtres humains. Et à chaque fois qu'il était pressurisé, il y avait une contrainte qui était exercée de l'intérieur de l'avion vers l'extérieur sur toute la structure de l'avion. Et les avions n'avaient pas de problème avec ça, ils étaient conçus pour ça, c'est juste que dans les coins des fenêtres, eh bien, il y avait un peu trop de contraintes, ça a créé des micro-fissures qui, avec le temps, ont commencé à croître, et après, ça a conduit à une rupture catastrophique en plein air, et ça a conduit à des accidents d'avion. Et donc, c'est pour ça que les ingénieurs ont appris et maintenant ils conçoivent toujours les fenêtres de forme arrondie, ils sont jamais carrés maintenant. Donc ça c'est un point par rapport à la contrainte. Donc c'est quoi le principe dans ça? C'est la composition atomique d'un matériau, c'est-à-dire quels sont les atomes et comment ils sont agencés, ainsi que son mode de fabrication, c'est-à-dire comment il a été chauffé, comment il a été refroidi, quelles sont les contraintes qui ont été appliquées pendant sa fabrication, quelles sont les réactions chimiques qui ont été faites. Tout ça, ça va déterminer les deux seuils dont on a parlé, les seuils élastiques et plastiques et de rupture. Et donc certains matériaux, ils vont avoir beaucoup de flexibilité et après, et d'autres vont avoir beaucoup moins de flexibilité, certains vont être beaucoup plus résistants que d'autres. Le verre par exemple, il a très peu de déformation élastique, puis après, tout de suite après, il y aura la rupture, donc il y a très peu de déformation plastique, et ainsi de suite. Et donc tout ça, ça va être important pour le choix du matériau dans l'application d'ingénierie qui va être importante pour le projet. Je dois aussi souligner un deuxième truc, c'est que tout ce qu'on a dit ne s'applique qu'aux matériaux solides. Parce que les matériaux fluides, ben, comme leur nom indique, ils n'ont pas vraiment d'organisation très serrée. Donc l'organisation, elle est lâche et donc ils vont juste se déplacer. Donc toutes les contraintes, elles vont provoquer une déformation plastique. Ils ne vont jamais revenir à l'état où les atomes étaient. Ils vont toujours bouger. Par contre, la vitesse à laquelle ils vont se déplacer va déterminer ce qu'on appelle la viscosité du matériau. Par exemple, l'eau a beaucoup moins de viscosité que le miel. Et cette propriété de viscosité, elle est calculée et estimée de manière très précise pour fabriquer, par exemple, des lubrifiants dans les moteurs, etc. Il faut savoir la viscosité qu'on cherche avec précision et chercher le matériau ou développer le matériau qui donnera cette viscosité. Voilà pour les propriétés mécaniques. Maintenant, on va parler des propriétés thermiques. Donc, comme on a dit dans le cours de chimie ou la vidéo de chimie, la chaleur se propage directement lorsque les atomes vont se heurter ou transmettre leurs vibrations à travers leurs liaisons intermoléculaires. Bien sûr, ça c'est que dans les solides et les fluides, parce que les gaz n'ont pas de liaison intermoléculaire. Donc, la densité moléculaire ainsi que le nombre et la force des liaisons intermoléculaires va déterminer la quantité de chaleur qu'un matériau peut emmagasiner déjà, ce qui s'appelle la masse thermique,
ainsi que la rapidité avec laquelle il va la transférer, ce qui est la conductivité thermique. Et vous voyez ici, par exemple, l'exemple d'une chandelle qui va faire chauffer un matériau, et donc plus il y a de vibrations, plus il y a de liaisons interatomiques, pardon, plus le déplacement va être rapide. Et donc ces propriétés, elles vont être utilisées pour soit concevoir des isolants thermiques en construction ou dans les engins spatiaux, comme ici la céramique spéciale qui est mise en bas de la navette spatiale, ou au contraire de conducteurs thermiques, comme par exemple les ustensiles de cuisson, comme le cuivre ici, qui est un excellent conducteur thermique. Maintenant, parlons des propriétés chimiques des matériaux. Donc, les molécules qui composent un matériau, elles peuvent avoir soit une polarité, soit être non polaires, comme on a établi dans la vidéo sur la chimie. Donc, ceci va dicter la capacité d'un matériau à lier ou à repousser les molécules d'eau polaire, par exemple. Et donc, si un matériau il va repousser les molécules d'eau polaire, il sera hydrophobe. Et comme vous pouvez le voir ici sur la photo d'en haut, des feuilles de plantes qui sont hydrophobes, où l'eau ne se mélange pas à la feuille et elle reste au-dessus. Et elle va glisser au-dessus de la feuille. Et ça aussi, en bas, c'est un matériau qui a été fait par les ingénieurs. C'est en fait la chemise, la cravate et le pantalon à droite, ils ont été traités par un nanomatériau qui les rend super hydrophobes. Et quand on envoie de l'eau avec de la boue, vous voyez que l'homme à droite n'est quasiment pas atteint par la boue, alors que l'homme qui est à gauche, eh ben, il a pris un bain de boue. En plus de ces propriétés de polarité, il y a aussi des propriétés de réactivité des matériaux. Donc, comme on a établi dans la vidéo de chimie, les matériaux qui ont un excès ou un manque d'électrons, ils vont chercher à réagir avec les autres molécules qui ont ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire celles qui ont l'excès, elles vont chercher celles qui ont le manque, et ainsi de suite. Et donc, ces molécules, ces atomes qui sont appelés réactifs. Tandis que les matériaux qui ont un nombre pas trop grand, pas trop petit d'électrons dans leur valence, ils vont être peu réactifs. Et donc, ces propriétés vont être étudiées et utilisées pour déterminer et fabriquer des réactions chimiques pour faire des produits d'intérêt, comme par exemple la production de savon par la réaction de saponification, ou pour empêcher des réactions indésirables comme l'oxydation des matériaux qui va conduire à leur corrosion, qui va les affaiblir. Maintenant, parlons des propriétés acoustiques des matériaux. Donc le son, c'est une onde de pression qui va se propager à travers les atomes et les molécules d'un milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que le son ne se propage pas dans le vide, parce qu'il n'y a pas d'atomes qui vont se heurter les uns les autres. Et donc, c'est quand ces atomes vont se heurter les uns les autres que le son va être transmis. Comme vous pouvez le voir en haut ici, les points qui représentent des atomes, et quand on pousse, on va générer une onde de pression qui va se déplacer et qui est en fait l'onde acoustique. Et donc, plus le matériau est dense, plus il y a d'atomes, et moins l'onde va pouvoir se déplacer. Et donc, ce matériau va agir comme un isolant acoustique, comme vous pouvez voir ici. Et à l'inverse, moins le matériau est dense, et bien plus il va pouvoir transmettre cette vague de pression, et donc plus il va être un transmetteur acoustique, comme l'air qui est au-dessus de l'enceinte ici. Donc vous voyez que l'enceinte, elle va générer des vibrations, qui vont être les vibrations de son, et l'air qui est au-dessus est un excellent conducteur de son, et c'est pour ça qu'on entend très bien le son qui sort de l'enceinte. Maintenant, parlons des propriétés magnétiques des matériaux. Donc, selon le nombre d'électrons d'un atome, certains électrons vont être disposés en paires, et d'autres, ils vont avoir des électrons non appariés, c'est-à-dire solo ou solitaires. Et quand on a dit dans la vidéo de physique que tous les électrons sont en fait des mini aimants. Donc ils ont une polarité, ils ont un champ magnétique qui est orienté dans une direction donnée. Donc les champs magnétiques des électrons en paire, ils vont toujours être opposés, ils vont donc s'annuler les uns les autres. Par contre, les électrons qui sont non appariés, donc les électrons qui sont solos, ben ceux-là, ils vont avoir un champ magnétique qui ne va pas être annulé. Et donc, la propriété magnétique ne peut avoir lieu que dans des matériaux qui ont déjà des électrons non appariés, mais c'est pas assez.
Parce que il faut que l'alignement dans tous ces électrons appareillés soit dans la même direction pour que ce soit des aimants. Et s'il ne l'est pas, donc s'il est dans toutes les directions, ils vont juste s'annuler encore les uns les autres. Et donc ils ne vont pas être attirés par les aimants. Et c'est ça ce qu'on appelle les matériaux diamagnétiques. Et ceux dont les électrons non appareillés, ils ont des plages où ils sont alignés, ils vont être attirés par les aimants, comme les métaux. Et cela, on appelle les matériaux paramagnétiques. Et donc, ces propriétés vont être très importantes si on veut inclure des matériaux magnétiques dans notre projet d'ingénierie. Maintenant, parlons des propriétés électriques qui plus ou moins dérivent des propriétés magnétiques. Donc la conductivité électrique, c'est la capacité des matériaux à avoir des électrons libres. Alors, c'est dans leur couche de valence. Donc, c'est quoi déjà ces électrons libres? Ben, quand les atomes d'un matériau sont enserrés les uns contre les autres, ben, leurs orbitales de valence, elles vont être très proches les unes des autres, à tel point que les électrons ils vont pouvoir sauter d'une orbitale à l'autre, et donc ils vont être, entre guillemets, des électrons libres. Donc, si le matériau n'a pas assez de densité pour pouvoir avoir des électrons libres, ben, il sera isolant. Donc, ce sera un isolant électrique. D'un autre côté, s'il a assez de densité pour avoir les électrons libres, il est potentiellement conducteur électrique et il ne va conduire l'électricité que quand il est soumis à un champ magnétique qui va aligner justement tous les mouvements de ces électrons libres dans un sens pour faire un courant électrique. Donc pour transmettre l'énergie, toute l'énergie dans une direction qui va faire un courant électrique. Juste un mot par rapport aux isolants. Il n'y a pas d'isolant parfait parce que au bout d'un moment la force sera tellement grande qu'elle pourra traverser un isolant. La force électrique elle va tellement forte qu'elle va traverser un isolant. Et donc les isolants auront plusieurs ordres de grandeur de combien ils vont isoler. D'un autre côté, les conducteurs ils vont toujours émettre un peu de résistance, c'est-à-dire que le mouvement des électrons, quand il y aura un courant électrique, il ne sera jamais parfait comme l'image d'en bas, mais il y aura toujours des électrons qui vont aller un peu à droite, un peu à gauche, et donc ils vont se heurter à d'autres électrons, à d'autres atomes, et donc ça va réduire, entre guillemets, l'efficacité de la conduction de ce courant électrique, et ça va engendrer de la chaleur, parce qu'on a dit que la chaleur, c'est quand des molécules quand des atomes et des particules vont se heurter. Et vu que ceux-là, ils vont se heurter, ça va générer de la résistance. Et donc, tous les matériaux conducteurs, ils vont avoir de la résistance qui va faire perdre de leur efficacité. Par contre, je dois noter qu'il y a des matériaux spécifiques qui s'appellent les supraconducteurs. Et donc, en fait, ces matériaux n'offrent quasiment aucune résistance, et donc ils sont supra-efficaces. Voilà, d'où leur nom, supraconducteurs. Le problème, c'est que ces supraconducteurs n'ont ces capacités, ces propriétés que dans des températures très froides, c'est-à-dire à moins 196 degrés ou à moins 100 degrés ou des choses comme ça, et ce qui les rend pas très pratiques pour l'ingénierie. Et il y a donc des efforts en ce moment pour essayer de produire ce qu'on appelle des supraconducteurs à haute température. Bien sûr, haute température, c'est presque un euphémisme parce que par ça, ils veulent dire à température ambiante. Et donc, s'ils arrivent à produire des supraconducteurs à température ambiante, ça pourrait révolutionner les applications du génie électrique, parce que ce seront beaucoup plus efficaces et beaucoup moins de risques de chaleur et d'incendie, etc. Maintenant, parlons des propriétés optiques des matériaux. Donc, selon la structure atomique des matériaux, les ondes électromagnétiques de lumière, c'est-à-dire de photons, elles auront soit assez d'énergie pour déplacer les électrons, et donc ces électrons vont absorber le photon complètement, soit ils auront juste assez d'énergie pour les faire vibrer et pas assez pour les faire se déplacer. Et donc ils vont se combiner avec eux pour former d'autres photons qui vont former une onde électromagnétique qui est plus lente que celle qui est venue. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la lumière est plus lente dans les matériaux transparents qu'elle ne l'est dans le vide. Si la lumière est absorbée, c'est-à-dire que si le photon a assez d'énergie pour déplacer un électron, ben l'électron il va absorber cette énergie, et donc le matériau est opaque parce qu'elle ne va pas être transmise.
Et d'ailleurs, cette énergie, elle va être elle va être transformée en chaleur, parce que vu que l'électron il va se déplacer, il va heurter un autre, etc. Il va donc générer de la chaleur. Et, par contre, si le matériau il va juste vibrer et laisser passer cette nouvelle onde électromagnétique au travers de ces atomes, eh ben, ce sera un matériau soit transparent s'il la laisse entièrement passer, ou translucide s'il la laisse partiellement passer. Et donc les matériaux transparents ou translucides, ils vont différer par leur capacité à ralentir ces ondes lumineuses et à les plier. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Ou à les séparer, à séparer plusieurs longueurs d'onde qui viennent de ces photons-là, ce qu'on appelle la dispersion. Donc ces deux qualités de réfraction et de dispersion, c'est les deux qualités principales qui sont recherchées et choisies pour faire des applications en optique. Maintenant, parlons des propriétés radiologiques. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo de chimie, les atomes ils vont exister dans la nature sous forme de divers isotopes, c'est-à-dire qui ont le même type d'atomes avec le même type de protons, mais juste avec de nombres de neutrons différents. Et donc, les moins stables, ils vont avoir de nombre de neutrons qui est supérieur à celui des protons, donc ils vont vouloir chercher l'équilibre. Et comment ils vont faire ça? Ils vont essayer de se débarrasser de ces neutrons sous forme de rayonnement bêta, avec le biais de la force faible, la force nucléaire faible, pour pouvoir se stabiliser. Et donc ces matériaux, ils vont être réactifs, et donc ils vont libérer de l'énergie sous forme de radiation, et dont la longueur d'onde va permettre à cette radiation, comme vous pouvez le voir ici, soit de pénétrer dans un bout de papier ou dans les tissus biologiques, ce qui va avoir d'ailleurs comme application l'imagerie médicale, ou générer de la chaleur qui va être utilisée pour générer de l'énergie dans les centrales nucléaires. Il y a une dernière propriété des matériaux dont je veux parler, mais qui n'est pas vraiment une propriété physique, c'est juste une propriété émergente, c'est le coût. C'est le coût économique du matériau. C'est-à-dire le coût d'extraction, le coût de raffinage du minerai brut, le coût de transformation des matériaux, et cela est critique pour développer des produits en ingénierie, parce qu'en ingénierie, ce n'est pas juste de trouver la meilleure solution pratique à un problème, mais c'est de trouver la meilleure solution avec le meilleur coût. Donc il faut aussi prendre en compte le coût des matériaux pour choisir celui qui a le meilleur compromis de performance et de coût. Maintenant, comment vont se comporter ces matériaux dans les applications en ingénierie? Donc, les objets statiques, les ingénieurs ils vont combiner des matériaux dans des formes bien calculées pour former des structures, pour résister aux contraintes auxquelles seront soumis ces objets statiques. Et donc, les objets statiques, ils vont être soumis à des contraintes, comme on vient d'en parler, qui vont créer ce qu'on appelle une charge sur la structure en l'attirant vers le bas, dans l'exemple de la Terre, mais aussi d'autres contraintes qui vont être le vent, les tremblements de terre, les précipitations, etc. Et donc ces structures-là, elles vont exister dans les bâtiments, dans les implants biomédicaux, dans les emballages de produits, dans les meubles, l'électroménager, les robots, etc. Donc il faut toujours penser à la structure d'un matériau parce qu'il est toujours soumis à des contraintes. Maintenant, les objets en mouvement, ils sont aussi soumis à des contraintes. Par contre, ces contraintes, elles vont être différentes soit en amplitude, soit en direction compte tenu de la vitesse de l'objet, ainsi que du milieu dans lequel il va se déplacer. Donc, quand deux objets solides vont interagir dans un processus mécanique comme les roues, les forces vont être appliquées au point de contact, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Par contre, les fluides, ils vont déplacer, entre guillemets, leurs molécules pour s'adapter au volume de ce produit. Et donc, ceci va produire le frottement dont on a parlé, des molécules du milieu contre les molécules du produit qui vont donc absorber une petite partie de l'énergie du mouvement de cet objet. Et vont la convertir en une énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? Oui, c'est la chaleur. Et donc, le volume et la forme du produit, ils vont dicter la quantité de déplacement qu'il va avoir dans le milieu et aussi la facilité avec laquelle il va déplacer ce milieu, ce qu'on appelle l'aérodynamique s'il se déplace dans l'air, ou l'hydrodynamique s'il se déplace dans les liquides, comme vous pouvez voir ici, l'exemple d'un bateau. Maintenant, je vais finir avec juste quelques concepts d'ingénierie, concepts généraux, de comment les ingénieurs réfléchissent quand ils développent des produits. Donc, le premier principe dont je veux parler, c'est la redondance.
c'est-à-dire que c'est la duplication des mécanismes qui sont critiques au fonctionnement. Et ici, vous voyez dans cet exemple un cockpit d'avion dans lequel quasiment tous les écrans et les boutons qui sont à droite, eh ben, ils sont dupliqués à gauche. Comme ça, s'il y a un problème dans n'importe quel bouton ou écran à droite, il peut être redondant à gauche. Et aussi, même si le pilote est incapacité, ben, le copilote, il peut aussi prendre le contrôle parce qu'il a quasiment, il y a une redondance dans les boutons, etc. et dans les actions. Deuxième principe dont je veux parler, c'est les marges de sécurité. C'est-à-dire, c'est quand un produit est conçu, on va calculer qu'il va devoir résister à X contraintes, mais on va toujours donner des marges de sécurité, c'est-à-dire qu'on doit le concevoir pour qu'il supporte 120% de ce X, voire même 400% de ce X selon les applications en ingénierie. Et là, vous voyez dans cette animation l'exemple d'une aile d'avion qui est en train d'être soumise à des contraintes verticales pour voir combien elle peut résister. Et elle sera conçue pour résister à beaucoup plus aux contraintes naturelles, ou plutôt aux contraintes régulières de son fonctionnement. Tout ça parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver, il y a toujours trop de contraintes qui vont être appliquées, donc on ne va jamais concevoir un produit pour résister juste à 100% des contraintes et pas plus. Les interfaces qui sont résistantes aux erreurs est un autre principe aussi dans le design ou dans la conception en ingénierie, c'est-à-dire faire des interfaces, qu'elles soient physiques comme ici ou virtuelles comme dans les ordinateurs, etc., qui soient logiques, où il n'est pas facile de faire une erreur. Donc s'il y a un processus logique où il y a A qui conduit à B et qui conduit à C, ben, les boutons ils doivent aussi être arrangés de cette manière, mais aussi pour éviter les opérations accidentelles. C'est-à-dire mettre des boutons critiques à des endroits où il y a des fonctions non critiques. Il ne faut pas faire ça. Ou, comme vous pouvez le voir ici dans cet exemple, les boutons rouges. Les boutons rouges sont marqués rouges pour dire, faites attention, c'est une fonction critique, il ne faut pas l'appuyer par erreur. Et non seulement ça, mais le bouton est complètement couvert. Donc même si on appuie, on ne peut pas appuyer sur le bouton, il faut ouvrir le clapet pour pouvoir appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est les interfaces anti-erreur. Quatrième exemple de principe que je veux citer ici, c'est les alertes précoces pour anticiper les pannes ou pour anticiper les problèmes avant que les problèmes ne s'arrivent ou ne se compliquent. Et donc ça aussi, c'est inscrit dans la conception du produit pour dire quelles sont les alertes qu'on va ingénierer dans le produit pour qu'il puisse alerter l'utilisateur avant qu'il y ait une panne ou un problème catastrophique. Et donc là, vous voyez par exemple, pour garder l'exemple de l'aéronautique, le cockpit d'avion où il y a plusieurs alertes, dont l'alerte altitude, qui va s'allumer quand l'avion est trop bas pour la vitesse à laquelle il va. Et donc, avant qu'il y ait catastrophe, le pilote il va être alerté pour compenser et pour établir la trajectoire de l'avion. Et avec ça, on est arrivé à la fin des principes généraux de l'ingénierie. Donc je vous vois dans la prochaine vidéo où on va parler de quelques exemples d'ingénierie pour illustrer tout ça. Et j'apprécie vos commentaires et merci de votre attention.